Vous savez très bien que je suis très critique de Netanyahou sur d'autres points, mais là, il faut avouer que sa politique par rapport à la vaccination, c'est vraiment du 100%. Et nous avons le plaisir de retrouver en ce dimanche matin la professeure Élise Brézis. Bonjour Élise, Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous sommes en pleine, on peut dire, à la croisée des chemins aujourd'hui. Nous avons accompagné, vous nous avez accompagné durant toute cette crise du coronavirus. Et on a vraiment le sentiment qu'on est presque en train de voir la ligne d'arrivée, mais que les derniers centaines de mètres ou les derniers kilomètres de ce marathon de crise eh bien, sont difficiles pour l'ensemble de la population israélienne. D'abord, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ce troisième confinement était véritablement incontournable et pourquoi il s'est produit en deux étapes, comme on l'a vu ces dernières semaines? Bon, c'est une excellente question parce qu'effectivement, c'est pas sûr, mais je voudrais plutôt là être très positive. Je sais que c'est peut-être pas très bon pour le rating quand on est très positif et qu'on ne voit pas partout des catastrophes ou une politique qui est fausse. Là, on voit la fin. Et comme dans toute guerre, toujours avant la fin, il y a des morts et il y a des gens qui tombent. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Je crois qu'Israël a une chance incroyable, mais enfin, Israël aussi a tout fait pour réussir avec la vaccination. Regardez les autres pays. Et donc, surtout une logistique. On est arrivé à faire ce que les autres pays n'arrivent pas. Et donc, on voit la fin. C'est vraiment, comme vous dites, le dernier kilomètre. Et donc, c'est peut-être effectivement un petit problème. On va perdre de l'argent avec ce confinement. Vous avez raison, on parle à peu près de 3,5 milliards de pertes par semaine. Mais je pense qu'il sera plus court que ce qu'on a dit. C'est-à-dire je pense qu'on sera vraiment sur 2 semaines et pas plus. C'est-à-dire que vous pensez que justement cette campagne de vaccination va porter ses fruits d'ici 2 semaines, on va le voir dans les chiffres? Absolument, parce que les gens qui sont actuellement dans les hôpitaux sont les personnes âgées, et donc elles, on parle de 70% en fin de semaine de personnes qui seront déjà vaccinées dans les 2 prochaines semaines. On parle aussi de prendre tous les enseignants, et puisque maintenant les écoles sont fermées, on va donc, contrairement à la volonté au début du ministère de la Santé, mais comme toutes les autres personnes rationnelles avaient dit, c'est ce qu'on doit faire, on va commencer donc à les vacciner. Et je pense donc il peut toujours y avoir des problèmes. On a eu des problèmes, mais Israël, là, on peut être avec plein d'espoir d'une grande réussite par rapport au coronavirus, alors que les autres pays, eux, sont vraiment en train de souffrir. Alors, on a beaucoup parlé de ce prix à payer pour le vaccin, ce vaccin de Pfizer ou le vaccin de Moderna. Et certains ont critiqué Binyamin Netanyahou pour avoir même payé un prix, on va dire peut-être abusif, bien plus élevé que d'autres auraient payé pour obtenir ce vaccin et pour l'obtenir à toute vitesse. Est-ce que vous pensez que le jeu en valait la chandelle et que Netanyahou a bien fait de payer même plus cher pour permettre justement cette campagne de vaccination plus rapide? Vous savez très bien que je suis très critique de Netanyahou sur d'autres points, mais là, il faut avouer que sa politique par rapport à la vaccination, c'est vraiment du 100%, 90% si vous voulez. D'abord, voyons les choses, les gens n'en parlent pas. Mais Pfizer, le vaccin de Pfizer est très difficile à donner parce que après 5 jours, vous ne pouvez plus vous en servir. Il doit être à moins 70 degrés. La plupart des pays ne savent même pas comment le faire. Il faut donc ensuite avoir un système pour ne pas perdre toutes ces bouteilles. Alors que quand vous écoutez les nouvelles du monde entier, il y a des fois 40% des vaccins qui sont jetés à la poubelle. Donc, Moderna, qu'est-ce qu'a fait aussi Israël? On a parlé des gens qui sont des gens très âgés dans un confinement qui ne peuvent pas sortir de la maison. Donc, on a commencé à se plaindre pourquoi eux ne reçoivent pas. Eh bien, qu'a fait Israël? Et là, il faut dire, c'est le gouvernement avec Bibi. Eh bien, ils ont demandé de recevoir tout de suite 100 000 vaccins de Moderna
qui, eux, peuvent rester ouverts une semaine et à température beaucoup moins basse. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je vous annonce, ou c'est demain, je sais que Magen David Adom va pouvoir, avec ces bouteilles qui, elles, ne demandent pas à être à une température très basse, passer de maison en maison pour justement vacciner ces personnes de plus de 80 ans qui, eux, ne peuvent pas sortir de la maison. Enfin, dans quel pays on fait quelque chose comme ça? Et c'est pour ça qu'on en a demandé 100 000, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin beaucoup. Okay. Deuxièmement, pourquoi Pfizer est tellement intéressé et la décision d'amener en Israël? C'est que les autres pays n'arrivent pas à se débrouiller avec leur vaccination, et donc la plupart des pays passeront à Moderna et surtout AstraZeneca, c'est le fameux vaccin qui vient d'Angleterre, qui lui est beaucoup plus facile à donner aux gens. Et donc, nous sommes les premiers avec Pfizer, puisque nous avons la logistique, et de ce point de vue-là, il faut vraiment dire que le gouvernement, qui sur d'autres points est catastrophique, fait un très bon travail. Alors, et vous, personnellement, c'est-à-dire en tant qu'observateur, vous n'associez pas, vous n'assimilez pas en fait cette campagne menée par Binyamin Netanyahou, tambour battant, à la proximité des élections. Vous pensez que ce n'est pas obligatoirement lié que... Attendez, peut-être que si, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne pose pas la question ici, pourquoi est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il le fait en ne pensant qu'au bien d'Israël, ou est-ce qu'il le fait aussi en pensant aux élections? Le fait est que mi-mars, Israël aura passé le problème du coronavirus comme la Chine et pourra donc enfin regarder et commencer à panser les plaies de l'économie. Parce que là, nous sommes en guerre. Là, maintenant, donner encore de l'argent ici, donner de l'argent là, essayer de tenir, ça ne sert à rien. On aura donc fini cette guerre mi-mars. C'est vrai qu'il y aura aussi les élections, donc ce sera un peu problématique. Et là, on pourra enfin s'occuper de l'économie. Alors justement, c'était ma question suivante. Est-ce que l'on est déjà en mesure, au stade où on se trouve aujourd'hui, après plus de 10 mois de crise, on va dire presque un an de crise, de mesurer l'impact économique et d'apporter déjà des solutions? Parce que j'entends de temps en temps, on a le sentiment que finalement, eh bien, la catastrophe n'est pas aussi importante qu'on l'imaginait, que l'économie n'est pas aussi affectée que certains le disaient. Essayez de faire le clair, s'il vous plaît, Élise, là-dessus. Et si vous vous rappelez, au fil des mois, c'était ce que je disais. Je disais la politique en Israël, qui était une politique d'intervention moindre que dans d'autres pays, avait aussi un point positif. Et le fait est, et je le disais toujours, et je sais que c'est très problématique, de dire, si vous avez des indépendants et des compagnies qui de toute façon étaient en difficulté, ça ne sert à rien tout le temps de leur donner de l'oxygène. Il faut des fois voir la vérité et passer à quelque chose d'autre. Et Israël, un petit peu pour des raisons politiques et aussi parce qu'on avait tout le temps des élections, n'a pas vraiment donné trop d'argent. Et donc, ce qui se passe, et alors là, je vais vous donner les données qui ont été publiées cette semaine avec la Banque d'Israël. Nous avons regardé un peu les données ensemble. Le chômage en fin 2021, alors là, maintenant, le chômage, c'est vrai, il est autour du 16%, c'est très clair. Mais la plupart des gens reçoivent quand même actuellement des aides. Eh bien, à la fin 2021, on s'attend à ce qu'il soit à peu près entre 6 et 8%. Alors, 6 et 8%, c'est beaucoup plus élevé que le 3-4% auquel on était habitué. Mais le 6-8%, ce sont des données qu'on connaît très bien en Europe. Donc, on arrivera, si vous voulez, à se tirer d'affaire. Là, maintenant, la baisse du PIB sur 2020, alors là, on a déjà les données, en tout et pour tout, était à peu près de moins 4%. Okay? Donc, on est très loin. Si vous vous rappelez, la première fois qu'on s'est parlé, on a parlé de 1929. Oui. En 1929, c'était moins 25%. Oui. Okay? Donc, on ne s'était pas trompé. Je ne m'étais pas trompé en disant ce sera vraiment très loin de ça. Et on parle d'une croissance en 2021, alors là, ça va dépendre effectivement du prochain gouvernement, entre 4 et 6%.
c'est pas si mal. Pas si Maintenant, mal. le déficit qui sera une donnée terrible dans le monde entier. Vous allez voir les pays l'un après l'autre qui vont être rétrogradés dans leurs notes sur leurs bonds. Et nous, eh bien nous, on se trouve actuellement avec un déficit de 12%, évidemment, puisqu'on nous avons donné à peu près 150 milliards. Mais le déficit de 2021 va être réduit vers 8% et lentement va être diminué. Et la dette, alors que dans la plupart des pays, c'est plus de 100%, nous avons commencé avec 60% et nous nous trouvons donc fin décembre, là on a les données 74% et on s'attend à jusqu'à 80% fin 2021. Donc, vous regardez Israël et vous vous dites, eh bien écoutez, c'est un pays où les autres pays voudront investir. Alors, mais comment vous expliquez ça? Parce que c'est-à-dire, c'est quand même assez stupéfiant. C'est-à-dire, vous nous l'aviez prédit, j'avoue, hein, je le reconnais, mais comment expliquer tout cela? Avant la crise, je me souviens qu'on parlait déjà du déficit, on parlait de coupes horizontales dans le budget de la fonction publique, on parlait de catastrophe, et là, on a l'impression que la crise, contrairement à ce que l'on pense, eh bien, a aidé, on va dire, l'économie israélienne presque. Non, pas vraiment, parce qu'on parle vraiment, vous savez, on va sortir de la guerre, on va se regarder l'un l'autre et on va dire, tiens, on est vivant, pour la plupart de nous, on a du travail, on va continuer, mais quand on va regarder les données avec plus de sérieux, on verra qu'il y a quand même des morts autour de nous. Okay? Et alors, d'abord, les vrais morts, ceux-là sont plus nombreux qu'on ne croyait. Je ne pensais pas arriver à 3600 aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette grande guerre, on arrivera à peu près à 4000. On pensait à beaucoup moins. Et donc, de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas dire que nous sommes une grande réussite. Nous sommes beaucoup mieux que d'autres pays, mais nous aurions pu faire mieux. Nous n'avons pas fait mieux parce que l'Israélien n'écoutait pas vraiment ce qu'on lui disait de faire. Il fallait faire un confinement. On peut très bien se promener à côté de la mer, ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est très clair, c'était les mariages et les réunions. On le sait maintenant, et pourtant on l'a fait, et là ce sera une question vraiment sociologique. Pourquoi des ultra-religieux qui tiennent tellement à la vie ne pouvaient pas faire des mariages avec 10 personnes, donc que ce soit tout à fait cachère, et pourquoi devait-il inviter 1000 personnes? Ce sera une question qu'on devra se poser et qui sera une question philosophique et sociologique pour les années à venir. Mais je voudrais regarder un dernier point. Voilà. Le côté économique. Nous sommes dans un changement. En 2020-2030, nous sommes dans un changement extrêmement important de l'économie. Nous passons à une économie digitale. Nous passons au fait qu'il y aura de moins en moins de petits commerçants. Nous passons au fait que de toute façon, nous nous servirons de plus en plus de nos ordinateurs. Et donc, qu'a fait le coronavirus? Il n'a pas touché la nouvelle économie. Pensez ce qui se serait passé si ce virus aurait touché, un, les enfants, et deux, nos ordinateurs, avec un virus électromagnétique. Eh bien, c'était la fin du pays. Et là, ça nous a touché quoi? Ça a touché des gens, c'est très malheureux, des petits restaurants, le petit vendeur de quelque chose, celui qui vend un appartement. Mais c'est ridicule par rapport à la grande économie, qui est une économie digitale et qui, elle, va se développer. Le seul point sur lequel il faut maintenant que le gouvernement travaille, c'est de donner l'éducation et de permettre à tous ceux qui sont actuellement sans travail de se préparer pour cette nouvelle économie. Et là, Israël réussira. Eh bien, on va terminer sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup, professeur Élise Brézis. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université de Bar-Ilan, également membre du comité de réflexion sur la crise du coronavirus. Merci d'avoir été avec nous et on approche de la fin. J'espère que la prochaine fois qu'on se parlera, ça sera après l'ère du coronavirus. Bonne journée, Shavuot Tov. Au revoir.